6. Les Technos, saison 7, épisode 11 ou 279e édition de notre revue de presse si vous êtes amoureux des gros chiffres. Nos chroniqueurs cette semaine s'intéressent au premier test habité d'un Hyperloop, au lancement d'un satellite 6G Made in China, je vais y arriver, et à l'annonce des 3 nouveaux Mac équipés de la puce ARM. Au programme, on notera également un gros ransomware à 14 millions d'euros, l'arrivée de Fedora 33 ou encore un projet Kickstarter coup de cœur. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Nous sommes déjà, c'est bientôt Noël. Je me faisais la réflexion juste avant l'enregistrement, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on va vous parler dans cet épisode. Joyeux Noël. J'ai envie de vous dire. Joyeux Noël. Oui, c'est très tôt, ou alors c'est très tard, on verra. Sébastien d'un côté, Xavier de l'autre pour un nouvel épisode des Technos. Bonjour tous les deux, j'espère que vous allez bien. Comment ça va, Xavier ? Bien. Sébastien. Xavier, il est tout souriant, Xavier. Oui, mais il est tout foufou, parce que je lui ai donné un jouet, il est tout content avec son nouveau jouet, il s'occupe du bot, il est en train d'élever un bot qui va s'occuper de modérer le chat de Twitch. C'est ça. J'ai créé des commandes pour Moobot, qui est le bot qu'on peut trouver dans Twitch, et si vous voulez retrouver la liste des quelques commandes qui sont déjà créées, il suffit de taper !comments. Voilà, si vous êtes dans le chat de Twitch. J'ai l'impression qu'on se retrouve sur IRC. Alors, la grande question sur IRC, c'était MIRC ou Pirch ? Personnellement, j'étais fort sur Pirch. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère. Ça, c'est bizarre parce que c'était plutôt les gens qui étaient sous Mac qui utilisaient Pirch. Non, ça marchait bien sous Windows aussi à l'époque. Tiens, ouais. Moi, j'étais plutôt IRC, soyons clairs. Alors, il y avait un truc, MIRC, oui. Il y avait un truc, quelqu'un avait fait un système un peu 3D où en fait on avait matérialisé visuellement les différentes rooms. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était un espèce de visuel MIRC ou View MIRC, je sais plus le nom exactement. Si ça vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a eu plein de variantes, toutes liées évidemment au réseau IRC. Moi j'étais surtout sur Undernet. Je sais pas si toi c'était plutôt où, Sébastien ? Oui, Undernet. Il y avait Undernet et puis on avait quelques copains sur Fidonet aussi, mais là c'était pas tout à fait la même chose. Non. Mais oui, Undernet. Et puis il y avait quelques channels en Belgique, dont un BBS qui s'appelait Vanahem à l'époque. Oui. Où j'avais c'était le premier BBS en Belgique, le seul qui avait plusieurs lignes de téléphone. Voilà. Donc on pouvait discuter à plusieurs dessus. C'était une révolution dans les années 90. Alors voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire avec les chroniqueurs des Technos. D'un côté, vous donnez un jouet au petit, là à côté, il est tout content, il s'occupe. Et puis, si vous voulez mettre en route Sébastien, vous parlez du vieux temps, de l'ancien temps, et voilà. L'IRC, quoi. L'IRC, quoi. Voilà. Bon, alors, on remercie ceux qui nous ont laissé des commentaires. Luc Loyau, Eric Andelin, Laurent Super, Virginie, Eric Bourdin, Cubignol, Sébastien Boireau, Arlox Saga, Anne Grisboy, Nicoum Hook. C'est un jeu de mots, oui, d'accord, ok. Alban Brumand, Pierre Laure, Grégory Goujon, Jax, Mario Romalo, Rémi Becher et Primo, qui lui nous a laissé un message sur notre blog, plus tous ceux qui laissent ou nous interpellent de temps en temps sur Twitter également, parce qu'on est également présent sur Twitter. On pense à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de manière beaucoup plus générale aussi. Merci à vous de nous avoir nous suivre et de partager régulièrement les épisodes des Technos. C'est important, vivre c'est partager aussi. Sinon, il ne faut pas appeler ça vivre, il faut appeler ça survivre. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien ? Oui, non, quand tu me dis qui nous interpelle, ça me faisait penser, si un jour vous nous croisez, quand vous nous interpellez, si vous nous interpellez en rue, montrez tout de suite si c'est positif ou négatif, parce qu'un jour comme ça, désolé pour le truc, j'avais un forum informaticien.be et tu vois le mec braqué qui fait 2 têtes de plus que moi, 3 fois la largeur, et qui arrive et à 3 cm de mon visage, il dit « C'est toi informaticien.be » et sur un moment, tu hésites de dire non et de courir, tu vois. Donc, qu'on connaisse les intentions, si c'est positif ou pas. Et là, tu te repasses le film, qu'est-ce que j'ai publié récemment sur un oulala, j'ai touché un truc sensible. Ça doit être. Et en fait, le mec, il fait je peux t'embrasser. Oui, il était super gentil.
C'est toi qui me fais courir pendant 1 heure. Oui, c'est ça. Donc, oui, on sait qu'on vous fait courir, qu'on vous fait faire des jogging, etc., mais manifestement, vous aimez ça. Donc, nous, on continue. Tant que vous ne dites pas d'arrêter, on continue. Donc, voilà. N'hésitez pas, hein, comme toujours, les pouces vers le haut sur Twitter, sur YouTube, pardon, les étoiles sur les applications de podcast habituelles, évidemment, tout ça est le bienvenu, et les commentaires, bien sûr, aussi. On va vous inciter à en faire, à n'en pas douter, une fois plus, dans cet épisode qui commence par la lettre... Bravo, il y en a 2 qui suivent. La lettre A comme Apple. Oui, là, il faut quand même qu'on en touche un mot de la présentation de... C'était quand ? Mardi dernier, c'est ça, hein ? Je dis pas de bêtises, ou lundi ou mardi, je sais plus. Bref, c'était cette semaine, puisque on savait un petit peu de quoi il allait s'agir, hein, puisque changement de processeur, d'architecture de processeur chez Apple, on se doutait qu'ils allaient nous annoncer des nouveautés de ce côté-là, ce qui fut le cas, effectivement. C'est l'occasion de parler un petit peu de ça. Le MacBook Air, mais pas que le MacBook Air, il y a un Mac Mini également, et un MacBook Pro 13 pouces, si je ne dis pas de bêtises, équipé du nouveau processeur M1, architecture ARM. On l'avait déjà évoqué dans un épisode, Sébastien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est génial. Non, les specs sont franchement sympas, et le MacBook Air, je l'ai mis effectivement en dehors des autres parce que c'est une machine qui sort même sans ventilateur. Alors, un laptop qui sort sans ventilateur, bah pour les hommes, quoique, je suis pas sûr que pour les hommes c'est intéressant, parce que si ça chauffe trop, c'est gênant. Donc, mais pour les amoureux du silence, ça a toujours été un truc que j'ai fortement apprécié personnellement. Les machines en fanless, c'est VIA qui faisait ça à l'époque sur l'X86, et qui étaient les premiers. C'était pas des machines qui étaient des foudres de guerre comme malheureusement les Intel et les AMD à l'époque. Et ici, par contre, on n'est pas sur des machines bas de gamme. C'est quand même très intéressant ce qu'ils font. Les specs, on va pas lire toutes les specs. C'est pas notre job. Hein, il y en a d'autres qui le font très bien, qui font d'ailleurs que ça. Il y en a qui font que ça, lire les specs, les analyser. Il fallait un point après mégabit, t'es sûr ? Oui, il en fallait un. 20 minutes plus tard, on passe à la ligne suivante. Non, ça c'est les spécialistes en Mac en général, ils font ça. Enfin bref. Donc voilà, ça honnêtement c'est pas mon truc. Allez jeter un œil. Il y a quand même quelques points qui sont super intéressants. C'est effectivement la vitesse du truc, le nombre de cœurs, ils ont tapé 8 cœurs, ce qui est pas évident sur des portables classiques Intel, où parfois même un 4 cœurs on est content, même sur des processeurs haut de gamme. Donc tu as du 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, et 16 cœurs pour de l'intelligence artificielle, ce qui va faire un énorme plaisir à tous les graphistes, parce que Apple annonce que grâce à ça, sur certains logiciels, on va augmenter d'une vitesse, pas 2 fois, pas 3 fois, 15 fois. Effectivement, quand tu fais des traitements de vidéo et qu'on te dit t'as une nouvelle machine qui va aller 15 fois plus vite, ça te parle, quoi. C'est pas juste gagner 2 minutes pendant que tu vas à la machine à café et que ça mouline. Tu peux vraiment travailler mieux. Oui, je voyais sur Twitter des commentaires de gens qui sont des monteurs vidéo qui utilisent encore Final Cut Pro 10 et qui disaient c'est juste génial, on va vraiment pouvoir travailler en mobilité avec une puissance qu'on ne pouvait pas espérer jusqu'à présent. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Et maintenant, il faut voir les tests réels, mais en tout cas, au niveau GPU, 8 heures, c'est bien, quoi. C'est oui, et c'est surtout toute la partie, les 16 cœurs du Neural Engine qui va les aider à. C'est pas que les 8 cœurs du GPU. Ouais. Et donc, il y a quelques petits points faibles quand même que je trouve assez dommages. Alors c'est bien, il y a tout, il y a du Wi-Fi 6, il y a de l'USB 4, donc tout ça c'est bien, c'est arrivé. Il y a un point qui est dommage, alors que voilà, historiquement, l'ARM, c'est quand même tous les téléphones Apple, toutes les tablettes Apple, c'est de l'ARM. Et ici, on sort 3 nouveaux portables, et il n'y en a pas un seul sur lequel ils ont pris le risque de mettre une puce 5G dedans, ou même 4G. Alors qu'effectivement, à l'époque, c'était sur des portables haut de gamme. Tu n'en avais que quelques-uns. Et d'ailleurs, dans l'univers Intel, il y a très peu de portables qui ont encore aujourd'hui une 4G ou une 5G dedans. Tu as vraiment que quelques marques qui est limitée à du professionnel. Je trouve que, bon voilà, c'est pas ça qui aurait tué le prix du portable. Non, mais ils peuvent pas déprécier non plus l'iPad Pro à côté, tu vois. C'est ça aussi, quelque part. Ils sont logiques avec eux. C'est pas le même usage.
t'as un clavier. Quand même. Ouais. Ça s'en rapproche quand même. Hein. Quand tu regardes un MacBook Pro aujourd'hui avec son clavier physique, ça ressemble de plus en plus à un portable. Hein. Ouais, mais je veux dire, il y a 5 ans, tu pouvais encore te dire que tous les appareils devaient pas être connectés tout le temps. Mais maintenant, tu as un laptop, C'est vrai. t'es dans la rue, tu joues dans le mobile, tu dois avoir une connexion, quoi. Et tu vas pas avoir du Wi-Fi partout dans la rue. On faisait encore des conférencières, le mec était dans sa voiture, donc Oui. tu vas partager avec ton GSM. Maintenant, Allez. tu peux ouais, c'est ça, tu peux partager avec ton GSM. Et oui, mais Oui. je peux le faire aussi, mais je c'est une préfère étape en carte plus, quoi. Ouais. C'est un clic, et en un clic, ou même tu peux le scripter automatiquement, j'ai pas de Wi-Fi, bim, Alors, mon laptop se connecte en 4G. Alors juste une petite précision, tu disais 3 portables, non, c'est 2 portables et un Mac Mini en l'occurrence, donc ça a moins de sens d'avoir une puce 5G, enfin de la 5G ou la 4G sur Sur un Mac Mini, c'est chaud. Ouais. C'est un peu... Quoique. Bah, pourquoi sur une tour aussi tant qu'on y est, toi. Tu vois. Oui, mais voilà, donc c'est vrai que si on veut pinailler, on pourra aller jusque-là. Mais ceci étant dit, tu as vu les prix, ils sont pas chers, ils sont même un tout petit peu moins chers que la gamme précédente, enfin que les équivalents Intel entre guillemets, me semble-t-il. Hein, je veux pas trop calculer, mais il me semble pour plus de puissance, pour des nouvelles machines. Enfin, ça mérite d'exister. Alors en off quand même, tu t'interrogeais quand même sur la portabilité de certaines applications. Du coup. Oui, c'est ça. Là, j'ai quand même une certaine peur parce que c'est pas les mêmes instructions, c'est pas le même processeur et faut voir, faut autopsier le truc de est-ce que tout va tourner. Alors les logiciels Apple, oui, j'ai pas de doute que les mecs auront compilé pour de l'ARM. Tu vas pouvoir aussi du coup utiliser toutes les applications qui sont sur iPad et iOS parce que c'est de l'ARM. C'est plus facile de créer des ponts. Mais il y a tout un historique. Un Photoshop, il est compilé sur du x86, sur Windows et sur Mac, optimisé avec des instructions spécifiques sur les x86. Faut voir ce que ça donne. Alors, j'ose espérer qu'Adobe, j'ose penser qu'Adobe va le faire, mais est-ce que tous les éditeurs vont pouvoir le faire? Voilà, c'est quand même à tester. Ce serait pas le premier constructeur à se planter, hein, Microsoft. À l'époque, a tenté le coup et son Windows ARM, il l'a enterré. Je pense qu'Intel a mieux réfléchi son coup que Microsoft ici. Et Microsoft était peut-être un tout petit peu trop tôt pour le truc. Il aurait réussi aujourd'hui, probablement, que ce qu'ils ont essayé il y a quelques années. Donc voilà, ça c'est à tester. Et il y a un autre point qu'on avait parlé il y a très longtemps que je trouve finalement assez amusant. C'est que c'est cette convergence entre mobile et portable, tel point que je continue à me poser des questions sur l'utilité du portable en tant que tel, parce que le portable, c'est un écran et un clavier. Le fait d'avoir toutes ces datas et cette puissance, tu sais mettre ça aujourd'hui dans un téléphone, les puces ne sont pas tellement loin de ça, tu mets une batterie que tu connectes à un téléphone, à un écran et à un clavier, tu pourrais avoir ce genre de performance si on le fait. Donc, on le fait dans beaucoup de cas, mais il reste quand même la question du facteur de forme qui fait en sorte que, on parlait par exemple de montage vidéo là tantôt, bien sûr on peut faire du montage vidéo sur un téléphone portable, on peut le faire sur un iPad. Non, je veux pas le faire sur un téléphone. Le confort reste quand même la Justement, c'est ça. Au final, le téléphone devrait pouvoir simplement être clipsé dans une coque. On avait déjà évoqué ça. Asus avait fait ça, il me semble. Asus, et là aussi, comme Microsoft, ils sont probablement sortis un truc beaucoup trop tôt, et c'est d'une certaine manière, ça semblerait logique comme convergence. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un portable que je dois trimballer, il est léger, c'est un ultrabook, mais c'est quand même 1 kg plus une manette, alors que mon téléphone, il tient dans ma poche. Si je pouvais prendre mon téléphone, le taper sur un dock et programmer, et le reprendre à la maison, les mains dans les poches, le retaper sur un dock et programmer. Et là, t'aurais d'office la 4G ou la 5G sur ton portable. Ah oui, mais là, je suis le plus content des hommes. J'ai tout dans ma poche, plutôt que de m'emmerder à le porter. Donc, voilà. Bon, mais ça, c'est ça pour plus tard. Là, on a déjà quelque chose. C'est déjà bien. Après, les anti-Apple vont encore râler en disant caca, boudin, machin, etc. On s'en fout. Quand c'est bien, il faut le dire. Et là, pour l'instant, on n'a pas de grief à apporter, et c'est plutôt positif. Et encore, il se passe encore des fois des choses dans ce domaine, donc autant l'applaudir et sourire. C'est un gros virage. Hein. C'est un fameux virage, et on va observer ça de près parce que c'est intéressant, parce qu'on est vraiment il n'y a pas d'église partout.
particulière. Si c'est une machine qui marche bien, peut-être qu'elle rentrera dans ce studio demain, peut-être. Voilà, si on en a l'usage. Xavier avait un truc à rajouter ou pas sur ce sujet? Mais je voulais juste rebondir par rapport au GPU. Donc, vous parliez des cartes graphiques. Et c'est une news que j'ai pas taguée pour cet épisode, mais puisqu'on en parle, Intel va lancer aussi son propre GPU pour grand public. Alors, ce sera pas un GPU pour le gaming, mais c'est clairement quelque chose qui va concurrencer Nvidia, AMD, principalement pour des applications graphiques autres que gaming, quoi. Donc, le travail mobile, et ce sera en lien étroit avec le processeur Intel via la technologie Deep Link, ils appellent ça. Et donc, ils vont exploiter au maximum les performances et faire du load balancing un petit peu entre le processeur et la carte graphique pour avoir des performances assez poussées d'après ce qui est indiqué. Alors, si vous voulez rechercher la news, vous cherchez sur Intel Iris Xe Max. D'accord, voilà, un bon complément d'information. Ça se passe bien dans le chat, ton bot, il s'embête pas trop tout seul? Voilà, on a des coucous, on a Chubistar qui nous dit poursuivre la migration des apps macOS sur ARM. Si l'on se fie au passage PPC, Intel Rosetta devrait pas mal fonctionner dans la transition également. Voilà. Okay. Je maîtrise pas assez le sujet, donc moi non plus. Pas suivi pour macOS, je connais pas assez. Donc, oui, c'est historique, mais c'est une discussion qu'on avait eue à l'époque avec, je pense que c'était Benoît, qui effectivement dit que la transition PowerPC vers Intel s'était très bien passée chez Apple, que du coup il devrait probablement le gérer mieux. Oui, on l'espère. On va regarder. Voilà. Donc ça n'est pas impossible, je veux dire, c'est pas incontournable, c'est pas impossible, c'est délicat, mais c'est pas incontournable. Ok, bon, merci pour cette réflexion sur le chat, et on peut passer à la suite. Comme bidule, ça vous dit tout. On va attendre que le titre s'affiche. C'est pas un bitonio? Ça pourrait être bitonio. C'est même beaucoup de bitonio. Ouais. C'est beaucoup de bitonio. Quand j'ai vu Nemeyo, je me suis dit, tiens, c'est une manière d'écrire le nom, mais tu vois, non, c'est le nom du truc. Nemeyo. Un clavier personnalisable sur Kickstarter et qui a fait une levée de fonds express, si je puis dire. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors bidule, c'est peut-être un peu péjoratif parce que c'est vraiment un gadget qui pourrait plaire à pas mal de monde. Dans mon cas, je pense pas que j'en aurais une utilité directement, mais je suis certain que beaucoup de personnes vont trouver une utilité à cet objet qui a été pensé par le groupe LDLC, donc qui est le groupe français. Donc c'est en fait un clavier personnalisable qui a été lancé sur Kickstarter. L'objectif était de 17 000 €. Il a été atteint en moins de 4 heures et au moment où j'ai tagué la news, ils étaient près de 300 contributeurs avec presque 60 000 € qui avaient été levés. Alors l'idée, c'est d'avoir un clavier qui est entièrement paramétrable. Donc on va pouvoir paramétrer toutes les touches puisqu'il n'y a pas de petit autocollant. Ce sont des touches transparentes qui fonctionnent avec un écran e-ink à chaque fois pour chaque touche. Pour rappel, cette technologie, c'est l'équivalent de l'encre papier au format digital qui, en gros, ne consomme de l'énergie que lorsque l'affichage est modifié. Et ça permet d'avoir un affichage permanent comme c'est utilisé sur les e-books et des choses comme ça. Donc toutes les touches vont pouvoir servir être configurées pour des raccourcis. On va pouvoir modifier la disposition des touches. Donc pour ceux qui doivent passer par exemple d'AZERTY à QWERTY, pour ceux qui tapent parfois dans une langue étrangère avec des accents différents, etc. C'est vraiment une fonctionnalité qui peut être sympa. Il y a évidemment un software qui est dédié et qui va adapter le clavier automatiquement en fonction de l'application qui est utilisée. Au niveau de la connectique, on a l'USB-C pour la recharge. Il fonctionne également en Bluetooth, donc on ne doit pas être connecté en permanence. Et c'est équipé d'une batterie de 20 heures d'autonomie d'après le fabricant. On a également un port USB-A pour brancher un périphérique externe comme une souris par exemple, et les touches sont rétroéclairées avec des couleurs qui peuvent être différencier le layout par exemple en un coup d'œil. Un petit regret pour ma part, c'est qu'il n'y a pas de keypad. Alors même si toutes les touches sont paramétrables, il y a 81 touches si je me trompe pas. Je trouve ça un petit peu dommage de pas avoir de keypad, et le budget prévu pour le moment sur Kickstarter, pour ceux qui n'étaient pas
pas dans les tout premiers, est à 230 €, avec une livraison prévue en septembre 2021, si je me trompe pas. D'accord. On avait parlé de c'est ça, un chouette objet. c'était déjà au mois de, si je dis pas de bêtises, au mois de janvier 2019 au CES. Ça avait été évoqué, en tout cas, si je dis pas de bêtises. On en a même parlé, on se rappelle d'un clavier concept qu'un Russe, je pense, avait inventé il y a déjà bien longtemps de ça, avec des touches de couleur. C'était très beau, mais c'était impayable. C'était de l'OLED à l'époque. Ouais. C'était de l'OLED en plus. Aujourd'hui, tous ceux qui font du streaming ou même qui ont l'habitude d'utiliser, ou du gaming de manière générale, utilisent ce qu'on appelle le Stream Deck de Elgato, qui est en fait, c'est la même chose, mais c'est un clavier, sauf que c'est pas un clavier fait pour taper dessus, c'est des touches qui sont assignables à des tâches, avec chaque fois effectivement un petit afficheur individuel pour indiquer de quoi il s'agit, pour pouvoir le retrouver facilement en face de soi, et on est dans des tarifs qui sont relativement similaires quelque part aussi. Donc c'est moins... Enfin, c'est fun et ça doit être super pratique, enfin, en tout cas on l'espère, mais c'est moins impressionnant qu'il y a même 2 ans. J'ai presque envie de dire. Oui, c'est pas que j'ai trouvé ça impressionnant, mais c'est quelque chose qui est une évolution dans les claviers qui n'évolue pas. Oui. Enfin voilà, il y a des On peut pas dire évolutions, que ça des évolue, couleurs, des choses comme ça. Ouais. Là, je pense que ça peut être vraiment pratique pour certaines personnes, et je suis d'ailleurs convaincu qu'on va retrouver ces fonctionnalités-là dans quelques temps sur nos laptops en standard et sur les serait-ce que claviers. Voilà. Pour une partie des touches, tu vois, pour les touches de fonction, par exemple, on pourrait imaginer... Ça, c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà... Ça arrive déjà, mais bon, voilà. C'est... Oui, Sébastien. Ouais, sur les laptops, ça va arriver probablement plus vite que prévu. Enfin, ça aurait dû arriver plus vite que prévu parce que ça a un coût énorme aujourd'hui, la différenciation des laptops. Et on achète un AZERTY belge en Belgique, un français en France, et ils se retrouvent avec du stock, alors qu'en fait, c'est le même laptop, ils ont juste imprimé les touches différemment. Ouais. Donc, c'est clair que les constructeurs ont tout intérêt à avoir un clavier qui soit adaptable. Bon, par contre, après, si tu prends des claviers desktop, c'est un peu difficile, tu vois. On a chacun nos lubies. T'es sur un clavier c'est impossible d'avoir ce genre de truc sur un clavier ergonomique. Ouais. Donc, peut-être voilà. qu'un jour tous les claviers en seront équipés, mais on peut ça, ce serait idéal parce que en multimédia, voilà. tu imagines pour tous les professionnels, tu es dans ton application dans Photoshop, t'as pas besoin de t'amuser à avoir tout le clavier AZERTY. Si tu peux avoir une touche de fonction et en un coup, tu as toutes les touches. Tout est raccourci clavier, ça s'affiche. Ça c'est parce qu'on a ça, par exemple, on parlait montage vidéo là tantôt, mais on a tous déjà vu ça. Ce sont ces sur-claviers que l'on pose sur le clavier existant avec les couleurs et les raccourcis clavier, parce que forcément on peut être un très bon monteur vidéo et ne pas avoir de mémoire, par exemple, hein, ça peut arriver. Donc, de toute façon, il y a tellement de raccourcis dans toutes les applications c'est impossible de tous les connaître. Je pense que personne ne les connaît toutes, mais donc les afficher, c'est fonction d'un truc qu'on va mettre sur le clavier. C'est un petit peu... Oui, c'est ça. Et donc, quand tu changes d'application, tu remets l'autre truc et tu remets l'autre fiche. C'est ça. C'est génial. C'est le clavier à carte. Ouais, c'est ça. C'est un clavier à carte. Donc là, effectivement, si dès le moment où tu passes d'une application à une autre, ton clavier évolue en fonction de l'application, c'est tant mieux. Il existe d'autres outils, hein, je le répète, autres que des claviers sous cette forme-là, qui existent et qui permettent de le faire, mais qui sont relativement coûteux parce que finalement il y a peu d'offres. Enfin, il y a peu de demandes pour une offre qui est quand même déjà assez présente. Ici, ça s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est que le fait que ce soit de l'e-ink, Xavier, c'est que forcément ce sera pas en couleur, quoi. Ou alors peut-être en couleur. Ça va venir. Ça va venir. Ouais, mais c'est fade, hein. C'est fade hein, pour l'instant. C'est en cours d'évolution. J'ai rencontré d'ailleurs une boîte il y a pas longtemps qui s'appelle Incoming, une boîte belge qui est spécialisée dans des petits écrans destinés aux salles de réunion en e-ink et qui m'a dit que ils m'ont montré déjà un écran en couleur. Okay. Ça vient. Ok, bon, affaire à suivre dans ce cas-là. Et on peut passer à la suite. La lettre C comme certificat. Voilà. Sébastien, on va parler de certificat. 2021 sera un beau... sur les vieux Android, et pas que d'ailleurs, apparemment. C'est ça. Alors, si tu remarques, on est déjà à 25 minutes et on a fait A, B, C. Les gars, vous allez courir loin aujourd'hui.
Ils sont en échauffement pour l'instant. Ils prévoient... ça va être chaud. Donc oui, certificat, j'espère qu'ils ont une bouteille d'eau quand même. Et certificat, alors oui, je sais pas si tout le monde est au courant de comment fonctionnent les certificats, ou si je fais un mini rappel. Je fais un mini rappel, hein. Oui. Tout le monde ne répond pas. Et donc, quand vous surfez sur un site web en HTTPS aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus que de l'HTTPS, voilà, Google l'a imposé, Google a réussi. Vous avez le serveur vous donne un certificat en disant voilà, moi j'estime que je suis le serveur des technos et je le signe le truc comme étant les technos. Je dis ok, d'accord. Mais pour vérifier cette signature, tu dois avoir sur ta machine ce qu'on appelle des root certificates qui te disent alors le certificat des technos, il a été émis par une société, Global Sign, Gandhi ou que sais-je, et effectivement cette société elle est reconnue officiellement sur ma machine, donc si eux ont fait cette vérification, c'est que c'est vraiment les technos. Oui. Tu vois, donc ça c'est le principe. Et donc tu as toute une série de root certificates donc, sur ta machine, sur toutes ces sociétés qui sont autorisées officiellement à donc distribuer ces certificats. C'est des tiers de confiance, si tu veux. Oui. Et il se fait que voilà, il faut les mettre à jour, ces root certificates, et parce que les nouveaux certificats qu'on va recevoir, voilà, les certificats root ne sont pas valables éternellement et ont certaines limitations. Et Apple a imposé un certain rythme maintenant sur le renouvellement des certificats. Avant, on pouvait sortir des trucs pour 3 ans. Maintenant, c'est maximum 1 an et des poussières, donc ça commence à tourner. Et les petits gars de Let's Encrypt, donc ceux qui font des certificats, mais le font gratuitement, et sur des certificats très courts. Ouais, c'est des certificats très courts, donc eux ont sorti un warning en disant attention, notre root certificate, à partir de début 2021, ça passera plus sur Android 7.1.1 et les plus anciens. Donc, ça veut dire que tous les vieux téléphones ne vont plus pouvoir se connecter sur tous les sites web qui vont mettre à jour leur certificat. Alors, Android 7.1.1, c'est quand même pas un truc très ancien, mais il y a plus de mise à jour pour ça, et donc vous l'avez royalement dans l'os. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que des sites ne vont plus fonctionner, et puis des applications ne vont plus fonctionner non plus, parce qu'elles utilisent des services web qui sont aussi en HTTPS, donc en un coup les certificats ne vont plus fonctionner non plus. Donc en un coup votre téléphone va commencer à dépérir mois par mois au fur et à mesure des mises à jour. Alors pourquoi je dis que c'est pas que Android, parce que effectivement c'est pas que Android qui a cette problématique. Les root certificates sur un Windows XP, vous l'avez dans l'os tout pareil. Aujourd'hui la plupart des certificats root qui sont sur XP arrivent en fin de vie, donc il y a une probabilité aujourd'hui sur XP que il y a des sites que vous pouvez plus visiter, c'est normal, il faut importer des nouveaux root certificates manuellement. C'est une procédure qui est facile possible, mais c'est pas non plus super facile pour tout le monde. Et ça ne va qu'empirer. Donc voilà, il faut mettre à jour, et ces vieux téléphones, probablement qu'ils vont terminer en calporte. Je me demandais, est-ce que... Ça peut servir à autre chose. Qu'un calporte, je veux dire, on peut s'en servir pour autre chose. Oui, c'est ça. Je me demandais, il n'y a pas des explorateurs qui ont toute cette liste de routes certifiées dans l'explorateur et pas liées à l'OS ? Alors, il y en a, Firefox en partie, effectivement, le fait. Très, très, très judicieuse et très bonne question, Xavier. Tu as mais ça, parce que je suis directement concerné, parce que la plupart des serveurs qu'on utilise, nous, sont sur Let's Encrypt. Donc, j'avais vu la news, mais c'est quelque chose qui m'interpelle, quoi. Oui, donc effectivement, Firefox va le faire parce qu'ils ont leur propre certificat. La plupart des autres navigateurs, tu l'as dans l'os, donc c'est quand même pas évident. Voilà, donc c'est à mettre à jour, et ça va représenter, ils disent 33,8% des téléphones Android actuels sont sur une version qui marchera plus. Donc un tiers des téléphones vont commencer à déconner l'année prochaine. Souvenez-vous-en, quand votre site marche plus, c'est normal. Alors pour info, parce que c'est pas le seul truc, on a un iPad 1. J'en ai encore un qui traîne quelque part. Les iPad mini 1, pas les iPad 1, l'iPad mini 1. Et l'iPad mini 1, en gros, quand tu vas sur l'App Store, il te dit juste, tu peux plus rien installer.
Tu peux plus non plus le mettre à jour. Pourtant, il fonctionne très bien. Hein. Ouais, C'est un bien iPad mini 1 et il fonctionne toujours super bien. Mais tu peux plus rien installer comme application. Et quand tu vas sur les sites web, ils disent juste aussi non, mais t'as qu'à installer l'application. Donc en fait, les iPad mini 1, c'est un peu le même genre. Maintenant, c'est des calports. C'est exactement la même chose avec l'iPad 2. Seulement, c'est trop gros pour faire qu'elle porte. Son gros problème, c'est ça, c'est qu'il est trop épais. Pour retenir les bouquins, c'est relivre. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Mais c'est triste parce que c'est des technologies qui sont pas forcément mortes et aujourd'hui, il n'y a rien pour réinstaller sur ces téléphones ou sur ces tablettes qui pourrait dire on met un OS alternatif et là-dessus, je pense à un Linux, tu vois. Tu mets un Linux sur ce téléphone. Pourquoi pas, il fonctionne encore bien. Si c'est pour téléphoner, ça peut fonctionner. Et aller voir 2-3 sites web, on te demande pas de faire le truc. Oui, extrême, pareil pour l'iPad, on pourrait très bien imaginer de le transformer en console de jeu, petit jeu, tu vois, pour les enfants, machin. Ou peu importe, quelques petites fonctions, ça le fait encore très très bien. Pour certaines fonctions, mais là, t'as plus rien. Là, il y a à un moment donné, ça ne va plus. Et si tu as le malheur de faire une mise à jour automatique d'un truc qui fonctionnait très bien, le lendemain, c'est mort, quoi. Donc voilà, il faut bloquer les mises à jour. Il y a là Hulot qui a la solution et qui dit il faut raboter le bas de la porte. Comme ça, l'iPad 2 c'est pas bête. Effectivement, je vais y penser. Merci beaucoup. C'est ça tout l'intérêt du chat. Voilà, c'est qu'on a des solutions immédiates. Hein, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve c'est mais ça passe sous ma porte. Tu regardes, tu n'as pas de problème. L'iPad, il passe. Oui, mais t'avais du tapis avant. Bon, allez, on passe à la suite. Oui, je confirme, on n'avance pas. F comme Fedora 33, docteur. Fedora 33 est disponible à vos downloads, prêt, partez. Ouais, cette news est beaucoup plus courte, mais je suis un fanatique de Fedora, et donc comme j'en avais la possibilité, que l'agenda est là et tout, je me dis, mais elle est sortie les gars, il faut installer, c'est la Fedora, la 33 elle est là. Je sais, il y en a d'autres qui sont sortis, il y a d'autres distributions, mais je fais ce que je veux, que je veux, et chez moi, je parle que de la Fedora 33. Et donc, vous avez le dernier GNOME, le 338, qui est donc une super évolution, parce qu'il va 100 fois plus vite, et pour l'avoir effectivement installé sur ma machine, putain, ça fait la différence. Je suis content, ma machine va beaucoup plus vite. Est-ce que tu as les root certificates? Je les ai, les tout derniers. C'est l'éclate. Est-ce qu'on peut l'installer sur le nouveau iPad, MacBook Air de Apple? Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de problème, ça tourne en ARM. Alors, je pense qu'ils ont un Secure Boot qui sera pas si facile à détourner, mais sinon, ça tourne sur de l'ARM. Alors, peut-être pas sur le processeur M1 d'Apple, parce que je suis pas sûr qu'ils aient tous tout partagé, mais effectivement, c'est de nouveau comme Xavier, je suppose que tu as lu la news, et c'est une excellente question. Ils ont aussi une Fedora IoT, qui est une version ARM spécifique pour faire tourner sur des Raspberry, par exemple. Donc si tu en as marre de Raspbian, tu as un Fedora IoT qui est officiellement supporté par la fondation Fedora, mais il y a plein d'autres devices ARM sur lesquels tu peux installer une Fedora, parce qu'effectivement, ils supportent toute une série de processeurs, y compris les Pine, toute la série Pine dont on a déjà parlé aussi, les Pine Phone, les Pine Book, etc. Les Pine Book qui est un portable sur ARM qui est distribué à la base sur un fork de Debian que les gars ont modifié, mais ça peut aussi te faire tourner une Fedora. Donc voilà. L'autre point, grosse modification, c'est sur le file system, où Fedora a décidé qu'à partir de la Fedora 33, on n'est plus sur de l'Ext4, mais sur du BTRFS, donc un système journalisé, qui est fortement utilisé sur un truc qu'adore Xavier, c'est les synologies. Mais bon voilà, là ça fait encore débat dans la communauté de j'y passe pas. Non, j'y passe pas encore, c'est la première Fedora où on met du BTRFS, je vais encore attendre que les autres se cassent la gueule, hein, et puis on verra. Courageux mais soyons pas téméraire, le geek. Voilà, soyons raisonnables. Pour le coup, oui c'est ça. Et donc si vous êtes l'autre utilisateur en Belgique de Fedora, eh bien levez la main, faites-nous un petit coucou dans YouTube. Oui, et pas de trop près du visage, hein, parce que ça fait peur. Oui, c'est ça. Ne nous agressez pas, s'il vous plaît. Donc, si vous mettez en commentaire, parce que là, il est l'heure, après 34 minutes, il faut commencer à s'inquiéter de savoir si tout le monde est encore sur le pont. Vous nous mettez en commentaire Fedora 33.
pour qu'autre chose. Hein, Fedora 33 en commentaire, plus vos commentaires intelligents autour, si c'est possible aussi, eh bien, ça nous fera bien plaisir parce que ça va titiller les algorithmes et faire en sorte que peut-être, à un moment donné, quelqu'un chez YouTube se dit tiens, ce truc-là, on va peut-être le mettre un petit peu plus en avant. Un petit peu. Hein, ça va me faire vraiment plaisir. Si tout le monde met Fedora dessus, ça va vraiment me faire plaisir. Oui, en plus, ça va faire plaisir à Sébastien. Voilà. C'est pour Chris préfère Nikita, lui. Mais... Oui, d'accord, chacun son... mettra Fedora quand même. Voilà, et comme ça, Sébastien pourra se payer une petite planchette pour mettre en bas de porte parce qu'il a des courants d'air, il a froid aux pieds. Voilà. c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. La lettre G, on va parler d'un petit peu de Google, cette petite société, toute petite, vous savez. Xavier, on parle de Google Photos. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Google Photos. On a tous vu le message sur Google Drive à un moment donné. Ça c'est pas super clair. On n'a pas toujours envie de lire ce genre de message. Ouais. Mais c'est là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. C'est une brève aussi, c'est que Google Photos annonce la fin du stockage illimité des photos qui étaient illimitées en qualité réduite à partir du 1er juin 2021. Ça veut dire que l'espace utilisé par Google Photos sera intégralement comptabilisé dans les 15 gigas partagés par Gmail, Drive, etc. Et heureusement, les photos et vidéos qui sont sauvegardées dessus d'ici le 1er juin ne seront pas comptabilisées dans ce quota-là, mais à partir de là, ce sera le cas. Et donc, on n'a pas besoin de vider son compte pour libérer de l'espace actuellement, mais dans le futur, il faudra faire attention, sauf si on est propriétaire d'un Google Pixel version 1 à 5. Là, on conservera le stockage illimité. Alors, ils ont créé également un site pour évaluer le stockage utilisé, l'échéance à laquelle on devrait atteindre le quota. Alors, le petit coup de gueule, c'est que on peut évidemment reprocher à Google d'avoir mis l'illimité en place pour tuer la concurrence, avoir une certaine position dominante sur le marché et ensuite facturer son service plus facilement alors que les coûts de stockage, eux, réduisent. Et donc, ben voilà, on en a parlé. Procurez-vous un Synology et vous stockerez vos photos dans les quantités que vous souhaitez. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé d'être tributaire du cloud de Google. Vous pouvez aussi créer le vôtre ou aller ailleurs. Hein. Il y a d'autres crèmeries aussi de ce côté-là. C'est moins intégré aux structures, aux machins, etc. Mais c'est possible, ça existe. Je reviens avec cette idée qu'on a évoquée à de multiples reprises et j'interroge tout le monde, que ce soit en commentaire ou en direct sur le chat de Twitch, ce serait peut-être bien d'un jour faire un numéro bonus ou hors-série sur les alternatives aux applications Google, par exemple. Des sites existent pour en parler, mais il existe des choses, mais on pourrait en parler et voir ce que certains de nos chroniqueurs utilisent d'ailleurs à titre personnel. Je vois Sébastien qui fait une grimace. Oui, malheureusement, j'en utilise plusieurs, Google et Dropbox, donc c'est assez facile, mais j'avais essayé tout un temps OnCloud, qui te permettait de faire quand même pas mal de trucs, mais c'était tellement instable que ça n'a pas duré très longtemps. Et puis c'est pas très bien intégré non plus, il faut faire des transferts manuels et des trucs comme ça, donc quelque chose qui fonctionne comme... Hein, Synology fait tout ça. Hein. Clairement, ils font une suite Office, ils font un cloud personnel, ils font du backup, ils font serveur mail. Envoyez-lui une casquette Synology, s'il vous plaît. Il n'en peut plus. Je t'ai offert un bot. Tu joues avec ton bot et tu arrêtes de nous énerver avec ton Synology. Lettre H comme Huawei. Qui revendrait sa division mobile Honor, qui est un modèle d'appareil en fait, pour une petite somme, rondelette. Ouais, et c'est les low cost, donc en principe, qui vendent. Eh bien, ils vendent ça pour 15 milliards. D'accord. Alors c'est bien, c'est que c'est la Chine qui vend à la Chine, parce qu'ils vendent ça à 15 milliards au gouvernement Shenzhen Digital China et je ne sais combien d'autres investisseurs, mais grosso modo c'est du public qui va racheter le truc qui va faire le téléphone low cost. Ça débarrasse Huawei d'une grande partie quand même de ses téléphones,
et qui est un gros problème, c'est que sur ces téléphones low cost, il ne peut plus mettre de l'Android aujourd'hui, et il a des problèmes d'approvisionnement de certains composants parce que les Américains ont dit, l'ex-président américain, ne faisons pas de politique. Non, il est toujours président. Il est toujours président. Le futur ex-président. Voilà. Voilà. Non, je pense qu'ils sont présidents à vie en plus. Ah merde. Ouais. Enfin, à vie, oui, mais bon, le futur, bientôt mort ex-président, quand même vieux aussi, quoi. Oui, mais il est moins vieux que le nouveau. Enfin, c'est bon. On va jamais y arriver. Et donc, eh bien, oui, ils ont interdit d'exporter toute une série de techno américaines. C'est mal barré, et apparemment, c'est vrai que le futur nouveau président n'a pas l'air plus ouvert sur le principe. Donc, ça ne faisant pas voilà, ça n'aide pas Huawei sur ses téléphones, donc ils préfèrent s'en séparer, récupérer un peu de cash pour se concentrer sur le reste de leurs activités. Mais ils vont continuer à faire du téléphone, mais plutôt du téléphone high-end et corporate. Alors, je sais pas trop comment ils vont s'en sortir non plus, parce qu'ils ont toujours des problématiques avec Android aussi sur du high-end et du corporate, sauf s'ils se recentrent uniquement sur le marché chinois, ce qui est pas totalement impossible. Oui, parce que Android, ils y ont accès, ils peuvent l'installer, même une version dépréciée d'Android, ils peuvent les installer. C'est ça, ils ont juste pas les le Play applications, Store. quoi. Ils n'ont pas le Play Store, Ouais. voilà, c'est ça. Mais donc ils peuvent très bien créer un Play Store parallèle, comme ça existe d'ailleurs déjà. Ils ont une série d'applications, effectivement, ils pourraient se limiter au marché chinois, s'ils en ont envie. Voilà, maintenant c'est quand même le deuxième plus gros fabricant aujourd'hui de téléphones mobiles, donc voilà, c'est pas une petite modification dans le paysage. Voilà. Sinon, à part ça, c'est tout. Tu vois, c'est aussi une brève. On essaie de récupérer. Et donc, je pense qu'on pourrait faire un jour un hors-série sur toutes les applications autres que Google, mais pouvant remplacer celles de Google, mais il faudra le faire en chinois. Donc voilà, on cherche. Michat on cherche un traducteur TikTok. ou une traductrice. Par exemple. Donc voilà. Xavier continue à s'amuser avec son chat. Manifestement, il y a des remarques. Hein, tu regardes plus, t'as décidé. C'est le bot qui s'occupe de tout maintenant. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, stocker des terras de photos sur Google, ça me semble normal de payer, nous dit Eric. C'est vrai. À partir du moment où tu mets beaucoup d'informations, à un moment donné, il faut normal qu'on mette la main à la poche. Mais ici, on parle quand même de ce qui existait à la base, qui était gratuit à la base et qui tout d'un coup devient payant, ou en tout cas d'une certaine manière devient payant. C'est ce changement, le changement de voilà, qui vous vous rappelez sur... Pardon? Vous vous rappelez sur Gmail, parce que là aussi Gmail ils avaient rasé tout le marché, et qu'en dessous de Gmail on avait à chaque fois un petit pourcentage et que tous les jours la taille augmentait. Oui, c'est juste. Voilà, et puis après ça c'est fini. Hein. Oui, après un moment ça va bien. On est toujours à la lettre H. Cette fois comme Hyperloop, premier test embarqué pour l'Hyperloop, en tout cas un Hyperloop. Xavier, il faut rappeler que Hyperloop c'est un concept qui a été amené par Elon Musk et que tout le monde à peu près peut s'en saisir, tout industriel entre guillemets qui est intéressé par le concept peut s'en saisir et créer son Hyperloop, ce qui est le cas ici avec Virgin. Oui, mais c'est pas les seuls qui ont fait effectivement ça. Il y a aussi HTT qui est Hyperloop Transportation Technologies, et il y a aussi la société canadienne Transpod qui ont développé un Hyperloop. Alors ici c'est la startup Virgin Hyperloop qui a réalisé son premier test avec des passagers dans le désert du Nevada. C'est un train supersonique qui a embarqué 2 employés ici, un des cofondateurs et alors la responsable de l'expérience passager, sur une piste de 500 mètres qui a été parcouru en 15 secondes dans un module qui a été appelé Experimental Pod 2, donc XP2. Alors pour ceux qui ont pas l'image, ça ressemble un peu à une capsule qu'on peut voir pour le transport, je crois, dans des Star Wars ou dans des trucs comme ça. C'est un suppositoire, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est plus proche du suppositoire que de Star Wars. Il faut être très clair. Voilà, ça n'a pas le même usage, mais...
Voilà. Et donc ici le véhicule définitif sera évidemment très différent de ce qu'on voit à l'image. Il pourra accueillir 28 passagers et lors du test ici, le module a atteint la vitesse de 172 km/h, même s'ils ont déjà fait des tests à 387 km/h. Alors le but du test ici, c'était d'après le patron, de répondre à la question de nombreuses personnes qui est: est-ce que les passagers sont bien en sécurité? Ben voilà, ils ont démontré en tout cas. Ils étaient souriants en tout cas. Ils sont super heureux. C'est de là vont se marier à mon avis. Il y a des chances. Alors je voudrais juste faire, parce que je fais mon petit coup de gueule à peu près à chaque épisode quand on parle de contenu, de site web, puisque c'est nos sources d'information. Je rappelle que c'est une revue de presse et donc forcément qui dit revue de presse dit presse. Voilà. Quand on va par exemple sur le site de la RTBF, qui est le service public belge, la télévision et les radios de service public, qu'on va sur leur site internet, eux ils vous ont trouvé une autre illustration qui a strictement rien à voir. C'est un hyperloop aussi, mais c'est pas celui de Virgin qu'on nous montre, c'est un autre. Et donc on illustre avec les mauvaises images quelque part, parce que c'est certainement plus impressionnant que le suppositoire dont on parlait juste avant. Ça fait quand même un gros suppositoire. C'est une image belga. Mais voilà, et donc du coup, oui, c'est une source belga, et donc c'est l'agence de presse qui a préféré cet hyperloop-là qui était plus beau. Voilà, il était plus gros, il était plus beau. Donc voilà, mais en même temps, c'est une fausse information, du coup. La photo, c'est une information aussi, donc ici, elle est fausse. Donc c'est une fausse information. Merci, bonsoir. On peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'il en pense, Sébastien, du suppositoire du futur du train ? Le suppositoire, écoute, a priori, moi, j'ai préfère le plancher des vaches. Donc, si tu me proposes d'aller en vacances dans un tube pendant 1 heure ou dans un avion pendant 1 heure, et qu'on fait je prends la Serbacane et le tube tout de suite, parce que au moins, voilà. Si tu meurs, tu vas vite, ça va vite. Oui, ça va aller vite. Ça va aller vite. Très, très, tu vas rien vite. sentir. Ce qui me fait toujours par rapport à l'avion, tu vois, tu dis, t'es tellement haut, tu dis, t'as quand même le temps de réfléchir. Oui. Il paraît qu'il y a des gens qui ont le temps d'écrire leur mémoire. Leur mémoire. On tombe, d'accord, je commence à écrire maintenant. Si vous pouvez me relire après, parce que je fais quelques fautes de temps en temps. Pendant ce temps-là, ça doit être juste horrible, quoi. Donc là, au moins, tu es sur le plancher des vaches, ça va vite, en principe. Ouais. Il y a déjà il me semble, Xavier, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a déjà des tubes qui sont en cours d'installation entre différentes villes aux États-Unis. Est-ce que c'est pas entre Las Vegas et Los Angeles ou quelque chose dans ce genre? Las Vegas, je pense effectivement. Los Angeles, à ne pas confondre, parce que j'en parlais avec un collègue il y a pas longtemps, qui confondait avec Boring Company, qui est aussi un système souterrain, mais c'est pour les voitures. Là, par contre, et pour les Tesla en particulier, les voitures autonomes de manière plus générale, qui n'est pas, c'est pas le même concept, c'est la même idée, c'est se déplacer rapidement, mais c'est pas du tout le même concept. On a fait le tour de la question, c'est bon? Non, pas tout à fait. Et pas tout à fait. Parce que ici, c'est Virgin et donc c'est Richard Branson. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de lui, n'empêche. Non, on entend parler de son Virgin Galactic, qui est en phase de commercialisation. D'ailleurs, je pense qu'ils vont commencer à vendre des tickets pour les clients, les premiers trajets, les premiers vols touristiques et bookés. Oui, c'est devenu banal, monter comme ça si haut et puis redescendre très vite. C'est pour ça qu'on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Si tu passes pas au moins 15 jours dans l'espace, aujourd'hui, tu sais. Ou que tu n'envoies pas ta voiture. Bon, oui, c'est ça. Ou ta femme dans la voiture. Je me le disais dans la tête, je vais le sortir, ça. Donc voilà, on est tous un petit peu blasés, côté technologie, me semble-t-il. Voilà. J'aimais bien. Ouais. On est à la lettre M comme messagerie, Xavier. On va parler de l'Union européenne, qui n'aime pas le chiffrement des applications de messagerie, apparemment. Et n'aime pas. Donc, voilà. C'est suite à l'attaque terroriste, en tout cas c'est le prétexte, en Autriche la semaine passée, que les débats sur le chiffrement de bout en bout ont été relancés. L'Union européenne souhaite permettre aux enquêteurs de consulter les messages qui sont chiffrés pour le moment sur la plupart des applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, ce qui est actuellement pas possible pour eux, ou en tout cas pratiquement pas. Donc elle a adopté un projet de
résolution qui pourrait obliger les apps de messagerie à donner accès aux enquêteurs des services de renseignement de la police. Et donc, ces services de messagerie devront, ou en tout cas devraient, créer des backdoors pour permettre la lutte contre le terrorisme ou la pédophilie. Le texte est encore à l'étude, donc il n'est pas encore disponible publiquement, il n'a pas été voté, mais le problème qui se pose en dehors de la protection de la vie privée, c'est que si dans ces applications de messagerie, ils introduisent des backdoors, pour rappel, les backdoors, ce sont des techniques qui permettent de conserver un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'application. Mais par exemple, quand on a un administrateur ou qu'on veut donner un accès, dans ce cas-ci, à la police. Donc, si ces backdoors existent, ce seront autant de sources de vulnérabilité et de choses qu'il faudra protéger pour éviter des failles qui pourraient alors être exploitées par des hackers ou des employés éventuellement mal intentionnés, comme ça a déjà été le cas. Il y a des par exemple, des sociétés comme Ring ou autres où il y avait des employés qui consultaient des vidéos. Ben voilà, c'est le genre de problème qui pourrait se poser également si les messages n'étaient pas chiffrés de bout en bout. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est discutable sur le fond. Évidemment, on peut se dire voilà, moi j'ai rien à cacher, donc on peut toujours donner un accès, mais ça fait quand même partie de la vie privée. Si ces applications existent, c'est qu'elles ont un intérêt, et d'après moi, pas que pour les terroristes ou les pédophiles, quoi. Oui, c'est toujours la même chose. Hein. C'est une technologie, elle existe pour tout le monde, bien ou mal intentionné, c'est la même technologie. Donc ça, c'est difficile de faire la part des choses. Je sais pas si Sébastien a une remarque à ce sujet ou pas. Ouais, je trouve c'est chiant parce que tu vois, on fait un amalgame entre le mec qui utilise WhatsApp et qui a juste pas envie d'être piraté bêtement avec un terroriste ou un pédophile qui représente 0,00001% des utilisateurs, que tout le monde paye pour ça. Soit qu'on nous donne la vraie raison, ceux qu'on a envie de pouvoir écouter tout le monde et tout et n'importe qui parce que voilà, c'était possible sur les télécoms classiques, sur base d'une demande du parquet, mais voilà, qu'on se serve des arguments aussi faciles, qu'on arrête de nous prendre pour des couillons, quoi. Le but, c'est de pouvoir écouter tout le monde si on en a besoin pour des besoins de police, mais ça me fait penser à un truc qu'on a mis en place en Belgique pour lutter contre le financement du terrorisme. Donc c'est une cellule économique classique auquel toutes les banques doivent dénoncer s'il se passe quelque chose quand ils soupçonnent du blanchiment d'argent et donc du crime organisé. Aujourd'hui, la plupart des dossiers qui sont envoyés là-bas, d'ailleurs des banques ont été condamnées en Belgique, c'est pas des dossiers de terrorisme. C'est des indépendants, c'est des sociétés, et donc voilà, enfin ce discours m'embête et ces raisons m'embêtent aussi, honnêtement. C'est chaque fois l'occasion de faire un petit coup de canif dans le contrat sur les libertés individuelles, hein, on le sait bien. On l'a vu avec le terrorisme depuis qu'il y a eu une recrudescence de terrorisme, on le voit même aujourd'hui avec la crise de la pandémie également quelque part. C'est chaque fois, on dit oui mais c'est pour votre bien. Oui mais pour notre bien à un moment donné. Ça va bien quoi. Oui. Voilà, trouver des solutions autres à ce moment-là. Oui, et je suis pas sûr, malheureusement, que le commun des mortels comprenne les enjeux derrière, donc ça sera pas... Oui, ça aussi, l'argument de dire « Oh, moi, j'ai rien à cacher », ce que j'ai envie de rajouter toujours derrière, c'est « Oui, sous ce régime politique-ci ». Et puis tout le monde a des choses à cacher, je dirais. Voilà. Personne n'a envie que les photos qu'on s'envoie soient publiques, même si c'est pas des photos à caractère... C'est ça. D'où l'information sur Google Images, tu vois, un peu le truc. Ouais. Mais c'est pas grave. Synologie a la solution. C'est une possibilité. Oui, c'est vrai. Tu peux stocker. Il est pas content. Non, parce qu'il son bot, c'est ouh, il se passe un truc. C'est ça qui se passe en fait. Il se passe des trucs en coulisses. Il ne nous écoute plus. Non, il est déconnecté. Il est toujours là, Xavier. Oui. On va le terminer ensemble, si tu veux. Oh, ça va, on va finir cet épisode sans toi, parce qu'on l'a perdu. Il y a un commentaire sur Twitch en même temps. D'accord. Ah bah tiens,
parlait de suppositoire. Une nouvelle fusée, c'est un nouveau satellite a été lancé par la Chine, le premier satellite 6G. Alors, ceux qui ont l'image liront le titre et ils s'en amuseront peut-être. Tous les complotistes vont se mettre en position excitation. Ouh là là, la 6G déjà, c'est pour activer le virus, c'est sûr. Voilà. Et en plus, après, quand tu vas dire la fréquence du truc, les mecs, ils vont tomber de leur chaise. Oui. Parce qu'attention, on est sur des débits, enfin pas sur les débits en mode passant, mais sur les fréquences, on est sur du terahertz, donc entre 0,1 et 10 terahertz. Alors là, c'est on va dire, le micro-ondes, ça n'a plus rien à voir. Ici, Oui. c'est stratosphérique, c'est le cas de le dire. Satellite. T'as vu, ça, hein, préparé le sujet. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'effectivement, ils ont lancé un premier satellite, ils vont en lancer d'autres. La Chine dit, c'est le premier 6G. Les autres répondent, ouais, mais on n'est pas encore d'accord sur ce qu'est la 6G. La Chine dit, je m'en fous, c'est mon premier satellite et c'est de la 6G parce que je le dis. Bon, voilà, le fait est là, ils ont lancé un truc qui va effectivement communiquer en terahertz, donc ça fait quand même un peu mal, pour des débits encore plus hauts que de la 5G, que nous n'avons encore aucun sur nos téléphones, peut-être les plus riches d'entre vous qui nous écoutez, mais la plupart d'entre nous n'avons pas de 5G, Non. parce que de toute façon, déjà la 4G, les réseaux ne suivent pas en Belgique, donc faut pas déconner non plus. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais ça, ils commencent à investir et ils font ça dans leur coin. Donc, ils perdent pas de l'or. Tu vois, ça me fait un peu penser au vaccin Sputnik de Poutine. Tu vois, c'est des effets d'annonce, quoi. On fait mieux que les autres. Regardez, on a fait mieux. Ça, on a mis. Il y avait 5G, vous avez 5G, on va faire 6. Tu vois. Ouais, mais en technologie, en télécom, ils ont tellement acheté et ils ont tellement investi que, ils sont quand même pas si mauvais. Hein. Faut reconnaître ce qui est. Ils font des choses. Ouais. Voilà, anciennement, dans tes réseaux en Europe, t'avais du Nokia, Alcatel et compagnie. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Il n'y a plus rien. Toutes ces marques ont disparu pour des trucs asiatiques. Donc, alors en Belgique, on a encore réussi à en signer un truc qui n'est pas asiatique, mais je pense qu'on est les derniers survivants, quoi. Mais il faudrait, à un moment donné, il va falloir quand même. On est en edge aussi. Qu'on se reprenne, qu'on se reprenne en main, tu vois, pour envoyer des MMS. Sur IMRC. Non, mais il va falloir à un moment donné que l'Europe, que les Européens, que les industriels européens se réveillent un petit peu et se disent, tiens, on ferait pas ça plutôt chez nous, sous nos contrées, pour donner de l'emploi. Donc, qui dit emploi dit pouvoir d'achat, dit consommation, dit production. Enfin voilà, c'est le cercle vertueux, soi-disant, de l'économie mondiale. Alors, t'as le choix en Europe. Soit c'est un truc où on rigole un peu et nous, on y va franco, on lance la 10G. Tu vois, tout de suite, on saute le pas, ou la 20G, ça, on les a bien niqués, les Chinois, hein, tu vois, on est tout de suite beaucoup plus haut. Et on a le Covid-33. On a Fedora 33 et Covid-33, ça, vous l'avez pas. Ou alors, c'est un truc français, et on fait le Minitel dans l'espace, et on lance des câbles, comme ça, on peut toujours... tu vois. On est capable de tout, hein, en Europe. Oui, je pense aussi. Bon, assez plaisanté. Si vous avez un commentaire à formuler par rapport à cette info, comme sur toutes les infos... Il reste Ericsson, c'est vrai que j'ai oublié Ericsson. On a oublié de parler d'Ericsson. Mais tu décroches quand Ericsson. Oui, bien sûr. Mais ça, celle-là, elle est vieille, mon vieux, mais... Et c'est la fin du numéro, je suis fatigué, t'as vu? Quand Jackson aussi, d'ailleurs, on décroche. Oui. Donc, si vous avez un commentaire à formuler sur ces blagues pourries, comme sur les informations plus intelligentes, peut-être, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes évidemment, comme toujours, les bienvenus dans les commentaires sur YouTube, mais également sur les plateformes de podcasts habituelles, ou sur notre blog, lestechno.be, sur lesquels vous trouvez toutes les sources dont on parle dans nos épisodes, de toutes les revues de presse, évidemment. Vous avez la possibilité donc d'aller un step plus loin, comme on dit en bon français. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce qui se passe à la fin, toute fin de notre abécédaire. Eh ben non, il n'y a pas de W, c'est un S.
C'est un S comme sécurité. Un gros fabricant d'ordinateurs a été visé par un ransomware. C'est pas un petit morceau quand même, hein. C'est même une info assez sérieuse, Xavier, qui fait un petit peu Ça froid devient dans le dos, quoi. malheureusement fréquent, mais ici je tenais quand même à en parler parce que c'est un des principaux fabricants d'ordinateurs qui s'appelle Compal, qui produit notamment des ordinateurs pour Apple, pour Lenovo, pour Dell, pour HP, donc en gros vraiment les plus gros, qui a reconnu avoir été la cible d'un ransomware, donc un rançongiciel en bon français. Le ransomware s'appelle Doppelpaymer et il cible principalement les grosses boîtes avec des réseaux Windows. Le but, c'est d'obtenir, comme tous les ransomware, les comptes admin et de se propager sur le réseau pour chiffrer les données, pour les envoyer aux hackers et qui vont, eux, menacer la personne qui a été infectée de publier ces informations, donc les rendre publiques. Alors la société qui est basée à Taïwan avait d'abord nié avoir été attaquée. Elle prétendait avoir été victime de pannes qui nécessitaient des réparations, mais les médias ont eu la connaissance de l'affaire et ils ont appris que les hackers exigent pas moins de 1100 bitcoins. Alors ça varie un peu tous les jours, mais donc c'est environ 15 millions d'euros pour déchiffrer les systèmes qui sont vérolés. Alors ça date de samedi matin, l'attaque, qui aurait touché à peu près un quart des ordinateurs de la société. Alors est-ce qu'il y a des informations importantes qui auront fuité ou pas, on ne sait pas plus, mais voilà, c'est des attaques qui deviennent de plus en plus fréquentes. Il faut s'en protéger, même si c'est pas toujours facile, puisque les hackers ont souvent une longueur d'avance, mais donc protéger un maximum vos données essentielles d'un accès externe et prenez des sauvegardes. Il n'y a pas le choix. Synologie. Par exemple. Ceci étant dit, là, quand il ne s'agit que de données, etc., bon, ça peut être très très gênant, hein, il faut être très très clair, mais il y a eu dans l'histoire récente, avec le même rançongiciel. Rangeons logiciel. Par contre, il y a eu quand même mort d'homme, puisque l'attaque visait un hôpital en Allemagne, et ça c'est évidemment beaucoup moins rigolo. Si ça provoque des décès et des choses comme ça, là c'est purement criminel, quoi, très clairement. Oui, parce que pour le reste c'est pas criminel. Si, aussi, mais oui, va. Je sais pas. Mais il a déjà fini, tu vois. Il se barre. Oui, c'est ça. Oui, il balance. Il y a mon imprimante qui se réveille et je suspecte ma femme d'imprimer quelque chose alors que l'imprimante est juste à côté de moi et vous l'entendez là, donc je vais couper mon micro. Ah, d'accord. Ah bah voilà, on termine à deux. Alors, pour info, parce qu'il a cité Xavier a cité une marque qui a évidemment du coup des problèmes sous Windows. Vous inquiétez pas, on va faire la boucle avec tout le reste. Donc si vous achetez ces machines-là, Lenovo, les ThinkPad, les mecs, ils les vendent sur la Fedora 33 maintenant. Vous pouvez l'acheter directement, officiellement, avec la Fedora 33 dessus. Donc, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rançongiciel dessus. Bon, il y a d'autres trucs peut-être possibles, hein, c'est pas ça. Mais les machines sont supportées de A à Z sous Linux. Petite remarque qu'on nous fait pendant ce temps-là, quelqu'un qui nous pose la question, il n'y a pas eu de ransomware qui s'attaque aux Synology. Non, mais il y a quand même eu des attaques sur les Synology assez récemment d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, il y a quelques mois. Oh oui, il y en a eu. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre à jour son OS. Et d'ailleurs, suite à l'attaque, Synology a déployé les mises à jour qu'on peut lancer automatiquement. Donc pour tous les paquets, et c'est vraiment indispensable puisque effectivement on a la vulnérabilité possible à ce niveau-là. Voilà. Sur Twitch, Xavier, ta femme probablement nous dit que tu dois aller à table pour savoir refroidir. Ma femme ne s'appelle pas Eric. On ne peut pas savoir. C'est un autre problème. Ceci conclut donc cet épisode 279, comme on dit en beau français, des technos, bien remplis, bien pleins. Finalement, ça va, on est dans les... On est fiers d'être belges. Oui, je ne me suis pas excusé d'être belge, j'ai dit que c'était du français, en France. Et puis ce sera le prochain sera intéressant. J'espère qu'on a un Suisse dans l'épisode.
Normalement, oui. Ce serait drôle, ça. Donc voilà. Voilà pour conclure. Tiens, alors encore un petit commentaire pour voir si vous êtes arrivé si loin dans l'épisode. Rançongiciel. Rançongiciel. Hein, en commentaire, rançongiciel en commentaire, hein, en plus de celui de l'autre mot qu'on vous a proposé un peu plus tôt, n'hésitez pas à le faire, comme ça, voilà, et en plus vous rajoutez un petit commentaire sympa, ou utile, ou intelligent, ou d'ailleurs, hein, tout est possible, et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre, même s'il y a matière à réponse. Je ne sais pas si mes deux petits camarades avaient un petit truc à rajouter ou pas. On rappelle que ce n'est pas un post sponsorisé ni par Synology ni par Fedora. Aucun de nos numéros, de nos épisodes, que ce soit sur YouTube ou en podcast, n'est sponsorisé d'ailleurs, hein, si ce n'est par la maison. c'est voilà. Oui, Sébastien. Oui, comme tu le disais au début de l'épisode, joyeux Noël. Oui, c'est ça. On prépare un truc pour la fin d'année. On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Comme ça, en même temps, on prévient Xavier qui n'a pas regardé. Oui, c'est ça. Mais comme ça, Xavier est prévenu parce qu'il n'a pas regardé dans Slack. Donc, le calendrier est ouvert. Normalement, on devrait avoir des chroniqueurs. On va peut-être éviter de faire ça au réveillon même. Parce qu'on sait que vous n'allez pas beaucoup bouger, hein. Personne ne va bouger d'ailleurs. De toute façon, à 22h, il faut éteindre la lumière. Donc, on va faire ça. On va faire un épisode le 23 et le 30, sans doute. Hein, on va faire ça. Oui, il y aura de l'actualité technologique, et s'il n'y a pas d'actualité technologique, on viendra vous raconter des bêtises, et sans doute en live encore, parce qu'on aime bien ça. Je ne serai pas là parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Alors même si je ne serai pas près d'elle, je serai peut-être avec elle en ligne, on verra. Tu veilleras avec une petite bougie à côté de Skype. Hein, en disant maman, c'est l'anniversaire. Mais oui, mais on va faire ça. C'est bien, tu fais bien de le dire. Donc le 23, on peut compter sur toi. Le 23. C'est comme ça que vous voyez, c'est comme ça. Vous entrez un petit peu comme ça en fin d'épisode dans les coulisses des technos. C'est comme ça qu'on négocie les chroniqueurs. Technique de négociation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à ceux qui nous ont suivis également sur Twitch. C'est toujours un tout petit peu improvisé Twitch, mais ça l'est de moins en moins. Donc un jour ou l'autre, et peut-être avant la fin de l'année en tout cas, je l'espère, on vous proposera un hors-série un peu spécial auquel vous pourrez vous-même participer, tel des chroniqueurs d'ailleurs, hein, et nous rejoindre dans cet épisode un petit peu particulier. On en reparlera bien entendu. Merci à tous les deux, merci à vous, et à très bientôt. Salut!